Chers téléspectateurs de Wafrica TV, c'est avec beaucoup de joie que nous vous retrouvons dans cette émission, dans cette actu que nous voulons aujourd'hui discuter avec le docteur Delanga Célestin. Nous allons discuter sur la thématique crime organisé et conflits communautaires. Je présente notre invité. Le docteur Delanga Célestin est enseignant-chercheur à l'Institut universitaire de développement international et il est analyste sécuritaire pour African Positive Peace Initiative Cameroun. Bonsoir docteur. Bonsoir. Dans le cadre de cet entretien au sujet d'une actualité qui a lieu dans l'extrême nord, bien que nous sachions que, nous savons bien que ces conflits sont devenus récurrents dans nos communautés. C'est en ce sens-là que nous allons mener notre discussion pour que nos téléspectateurs puissent tirer des éléments dont ils ont besoin pour mieux comprendre et analyser ces situations. Merci. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Notre thématique, c'est crime organisé et conflit communautaire. Comment l'intellectuel définit déjà le conflit communautaire? Un conflit communautaire, c'est bien entendu une situation conflictuelle qui oppose des entités anthropologiques, socio-anthropologiques, et qui généralement se solde avec des morts sur les carreaux. C'est le cas dans le Logoneshari, par exemple, entre Mousgou et Arab-Choua. Nous connaissons que cette région-là, cette partie du Cameroun, est depuis 92, en tout cas la date la plus récente, depuis 92, le théâtre des affrontements sanglants entre les différents groupes ethniques vivant dans le Logoneshari. Donc voilà, nous sommes en décembre, novembre-décembre. Nous assistons à une nouvelle forme de conflit, un conflit qui a commencé depuis août 2021. Donc ce sont des groupes ethniques qui s'affrontent, tout simplement. Et la cause ici, pour le cas du Logoneshari, c'est l'accès aux ressources, l'accès à la terre, l'accès à l'eau. Cela ne permet pas à ce que les peuples vivent ensemble dans une harmonie parfaite. Voilà. Docteur, accès aux ressources, accès à la terre, accès à l'eau. Oui. Nous sommes là sur des biens naturels. Et en regardant bien le conflit, on se rend compte que ces communautés sont restées sur des métiers traditionnels qu'ils exercent depuis le début. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Est-ce qu'il y a des métiers, ou bien, je ne sais pas si on doit appeler métiers, qui appartiennent à certaines tribus? Pas exclusivement, mais lorsqu'on observe la dynamique sociale dans cette région, on comprend tout de suite que les Mousgoum sont essentiellement les pêcheurs et les agriculteurs, tandis que les Arabes-Choua sont les nomades. Vous voyez, donc ce sont là des métiers que les deux groupes respectivement exercent depuis des lustres. Maintenant, il s'est avéré qu'il y a assèchement des lacs avec le phénomène de réchauffement climatique. Le Tchad. Oui, dans le lac Tchad. Et les Mousgoum, donc, ne sont plus les seuls maîtres de la rivière ou du lac. Les Arabes se sont sédentarisés finalement. Ils ne sont plus des nomades. Ils ne sont plus des personnes qui conduisent tout le temps les troupeaux, disons, dans les champs et faire le tour de tout le bassin, de tout le bassin, allant jusqu'au Niger et revenir. Ils sont devenus des personnes qui habitent sur place. Et cette cohabitation avec le troupeau à côté et à côté d'une activité de pêche exercée culturellement par le Mousgoum fait naître des conflits notamment à l'usage d'eau par exemple. On a vu par exemple dans le Logon Birni où, n'est-ce pas, les Mousgoum ayant aménagé un espace de pêche
les Arabes Chouas ayant conduit à cet espace de pêche-là, leurs troupeaux, cela a créé des problèmes jusqu'à aboutir à des affrontements avec des dizaines de morts et des blessés. Vous voyez, c'est donc un problème de la gestion des ressources. Donc voilà, il y a un élément réchauffement climatique ayant conduit à la sédentarisation des nomades qui a en fait aggravé la situation. Voilà. Et dans ce conflit-là, est-ce qu'il y a des associations qui ont essayé de penser des sorties? C'est-à-dire que j'imagine que lorsqu'on vit dans un endroit, on peut réfléchir en tant qu'association sur des manières de résoudre les manques. Parce que vous savez bien que c'est à partir de la rareté que les théoriciens du contrat social construisent une hypothèse de contrat. Est-ce qu'il y a quand même des associations qui réfléchissent sur la question de manière à proposer des portes de sortie, peut-être pas de conflit, mais pour résoudre cette rareté chez ces peuples qui vivent cette situation? Alors, il faut quand même dire que depuis le dernier conflit qui a opposé toujours les Mouzgoum aux Arabes Chouas, survenu en août dernier, il y a eu une effervescence des organisations de la société civile de l'extrême nord dans le souci de ramener la paix. Je peux citer entre autres les actions encouragées par un certain nombre d'organisations au niveau de Maroua qui, soutenues par des organisations internationales, descendent sur le terrain pour diffuser le message de paix, pour organiser des activités de manière à ce que les parties en conflit, de manière à ce que la conscience communautaire soit apaisée pour que la paix revienne définitivement. Mais ce sont des actions qui sont très limitées et parce que, il faut le dire, ce qui a prévalu jusqu'ici dans cette partie du Cameroun, c'est la lutte contre Boko Haram. Toutes les associations qui militent sont des associations qui orientent leurs actions vers la lutte contre Boko Haram, vers la déconstruction du discours djihadiste. Très peu d'actions sont orientées vers, par exemple, la construction de vivre ensemble dans un contexte multi-ethnique, multilinguistique, tel que c'est le cas dans le Logone-Chari. Les associations qui interviennent également dans le Logone-Chari interviennent dans le domaine, par exemple, de livelihood, parce que vous savez que c'est une zone inondable et chaque fois il y a des inondations avec des déplacés internes et il y a des associations qui viennent en aide aux populations. Très peu des actions sont menées véritablement pour soit prévenir un tel conflit intercommunautaire, soit lutter carrément contre les signaux déjà perceptibles de ce genre de conflit. Docteur, comment vous appréciez les efforts de décentralisation du gouvernement? Alors, le gouvernement est à ses débuts. Je crois qu'il faut encore du temps pour que cela s'implémente et je crois que même le président de la République l'a si bien dit dans son discours, c'est un processus. Et c'est un processus qui ne porte pas encore tous les fruits escomptés. Donc je crois quand même que dans cette mouvance de décentralisation où les élus locaux ont assez de pouvoir, je voudrais recommander, n'est-ce pas, aux élus de cette partie du Cameroun de prendre en compte la paix sociale. La paix sociale et dans leurs actions, notamment dans les actions de développement, parce que c'est aussi une solution à envisager. Une solution à envisager parce que les questions de territoire, les questions relatives à la terre, à l'eau, désormais avec la décentralisation, relèveraient de la compétence des élus locaux. Alors, il faut prendre en compte, n'est-ce pas, la répartition équitable des ressources, la redéfinition, n'est-ce pas, de l'espace
de manière à ce que chacun exerce son métier de manière libre, sans empiéter à la liberté de l'autre, dans un esprit de cohabitation pacifique. Voilà à quoi doit mener la décentralisation dans ce contexte de conflit intercommunautaire. Vous parlez de recherche de la paix. Oui. Pourtant, avez-vous l'impression qu'il y a des organisations qui se mettent en place pour commettre des crimes? Est-ce qu'il y a une dimension au-delà du conflit que quelques-uns appellent socio-professionnel? Est-ce qu'il y a un passé historique qui pourrait justifier le fait que certains en veuillent à d'autres? Oui, bien entendu, parce que la zone du Logo-Nechari, c'est une zone de conflit perpétuel. Cela peut s'expliquer par exemple, la porosité de frontières. Vous voyez, il y a 3 pays qui se concentrent ici. Le Tchad, le Cameroun, le Nigeria. Le Niger n'est pas loin également. Le Soudan de l'autre côté vers le Tchad n'est pas également loin. Donc, c'est une zone où le phénomène de coupure de route a sévi, par exemple. Il y a eu circulation d'armes et cela continue de s'observer aujourd'hui. Voilà. Et tout récemment, le phénomène Boko Haram a davantage plongé cette zone-là dans l'insécurité permanente. Donc, il y a des groupes organisés, non identifiés parfois, qui ont pour objectif de commettre tout simplement les crimes. Boko Haram en est un. Boko Haram, par exemple, est dans une nouvelle dynamique avec ISWAP aujourd'hui, qui a occasionné la mort de Shekau, qui était une faction dont appelée JAS, qui en fait perpétrait une violence tout azimut. ISWAP est venu avec une nouvelle idéologie. ISWAP s'attaque essentiellement aux forces de défense et de l'ordre, et ce faisant comme complice de la communauté. Et gagne davantage du terrain. Et il se trouve que ISWAP n'est pas loin du Logo-Nechari. ISWAP est juste à côté, vers Gambarungala, à la frontière avec Fotokol, qui est un arrondissement du Logo-Nechari. Donc, il y a aussi des groupes de bandits organisés qui surfent dans la région. Il y a le groupe Bakura, par exemple. C'est un type de Boko Haram, mais qui est un groupe à part entier, qu'on appelle, dont le leader s'appellerait Bakura, qui opère dans le lac, notamment vers Blangwa, les villages du lac du Cameroun, Blangwa, et de l'autre côté du Niger, et puis du Nigeria et du Tchad aussi. C'est toujours un groupe idéologique ou c'est des bandits? C'est un groupe idéologique. Qui revendique quoi? Qui en fait veut instaurer le califat, notamment, c'est Boko Haram. Oui. Boko Haram, une ramification de Boko Haram. Donc voilà. Il y a maintenant des groupes de bandits, des groupes de personnes qui se mettent ensemble pour dépouiller la population de leurs biens, mais commettent aussi des crimes. Tuent tout le monde qui se pose sur leur chemin. Et il y a des cas de personnes qui ont été arrêtées et disent que nous ne sommes pas Boko Haram, mais nous sommes des groupes de bandits organisés. Des personnes qui sont venues agresser avec des armes, mais en bois, pour se faire passer pour Boko Haram. Donc il y a tout cet ensemble-là qui en fait finalement rend que cette zone soit une zone de conflit, une zone d'insécurité. C'est-à-dire que dans cet espace finalement, il y a des groupes idéologiques, il y a des bandits, il y a des tensions intercommunautaires et tout ça mêlé dans la zone crée pratiquement une explosion. Et du coup, sur un acte qui est posé, il faut réfléchir avec beaucoup de mesures pour savoir qui a posé l'acte et pour quelle intention. Tout à fait. Est-ce que vous qui travaillez sur la région, est-ce que vous pensez qu'il y a quelquefois on se trompe sur l'analyse d'un fait? C'est-à-dire que est-ce que des bandits peuvent venir poser un acte et passer par exemple pour Boko Haram? Oui, effectivement, ça c'est ce qui s'observe. Et l'intention des bandits, c'est cela. Voyez-vous, depuis l'avènement de Boko Haram, personne n'a plus parlé encore de coupeur de route. Ce n'est pas que coupeur de route a disparu. Coupeur de route continue à exister. Mais sous le drapeau
de Boko Haram désormais. Oui. Même les organisations qui font le monitoring de la crise de Boko Haram, quand il y a incursion dans un village, quand il y a attaque avec mort d'homme, on attribue sans beaucoup plus réfléchir à Boko Haram. Oui. On dit incursion de présumés membres de Boko Haram dans telle localité. Et puis on s'arrête là. Cela ne nous permet pas d'envisager des moyens, des solutions adéquates à cette situation-là. Parce qu'il faut une analyse beaucoup plus approfondie pour déterminer les acteurs de l'insécurité et proposer des moyens aussi adéquats. Donc je crois qu'il y a donc une nécessité d'approfondir les recherches à ce niveau-là pour que finalement on s'en sort. Parce que, voyez-vous, toutes les conditions sont presque réunies pour que la crise perdure. Et on peut risquer l'embrasement de cette crise jusqu'à ce qu'on aboutisse à un conflit ou à une crise finalement régionale, comme c'est le cas avec Boko Haram. Il y a de fortes inquiétudes. On peut s'inquiéter du fait que le conflit intercommunautaire dont nous observons aujourd'hui verse finalement dans le terrorisme. On ne le souhaite pas, mais c'est une possibilité. Parce que vous prenez ISWAP qui est dans une logique de conquête de terrain. C'est quoi ISWAP? ISWAP, en fait, c'est la branche Boko Haram pro-État islamique. Oui. En fait, Boko Haram était une organisation fondée par Mohamed Youssouf, un leader. Mohamed Youssouf étant tué en 2009, Boko Haram a été reconstruit en fait par Shekau. Shekau qui est un leader charismatique mais plus dangereux encore et a balancé Boko Haram dans le terrorisme et la violence tout azimut. Boko Haram de Shekau est communément appelé JAS. C'est en arabe, c'est une abréviation en arabe qui signifie tout simplement la branche de Shekau en fait. La branche de Shekau, c'est une branche qui commet une violence tout azimut contre n'importe qui, et les populations et les forces de maintien et de l'ordre. Voilà un autre leader qui est venu. Et Boko Haram de Shekau a essayé d'abord de faire allégeance à l'État islamique, la plus grande organisation qui soutient les autres organisations terroristes, islamistes. Mais l'État islamique a désavoué Shekau parce que Shekau commet la violence contre tout le monde. L'objectif, ce n'est pas de tuer tout le monde, mais c'est de conquérir les territoires. Qui nous empêche de conquérir les territoires? Ce sont les forces de défense et de l'ordre. Ce sont eux, en fait, qui devraient constituer l'ennemi. Les cibles. Oui, mais ce ne sont pas les musulmans encore, les non-musulmans et autres. Et c'est pourquoi ISWAP vient avec une reconfiguration de Boko Haram en disant « Nous ne vous tuons pas parce que vous n'êtes pas vous ne constituez pas des obstacles pour nous. Nous affrontons aux forces de défense et de l'ordre. » Et il y a donc scission et l'État islamique donne donc sa main, en fait, du moins son soutien à l'autre groupe appelé ISWAP, tout en désavouant Shekau. Il y a eu une guerre interfaction jusqu'à ce que cela conduise à la mort de Shekau, leader de JAS. Al-Barnawi était à ce moment-là le leader de ISWAP. Al-Barnawi aussi a été tué plus tard. Mais il faut dire que ISWAP, maintenant, après avoir tué Shekau, et a pris la forêt de Sambisa qui était le sanctuaire de Shekau, chassé les autres membres de Shekau et forcé les autres à le rejoindre, ISWAP s'est lancé dans un processus de conquête du terrain vers le Nigeria jusqu'au Cameroun. Il y a donc toute une campagne qui se construit dans les marchés tout au long de la frontière avec le Cameroun et notamment avec le Logo-Nechari. ISWAP est en train de gagner les cœurs en montant la population contre l'État, contre les exactions de l'armée par exemple. Et dans cette perspective-là, voilà une situation favorable que ISWAP va tenter d'en profiter pour faire des adeptes.
Donc on doit faire très attention pour qu'on n'observe pas finalement que le conflit communautaire est devenu djihadisme, islamisme. Donc ce sont des analyses prospectives, mais nous interpellons toutes les forces vives, tous les acteurs à inscrire leurs actions dans la prévention de ce genre de dérive. Est-ce que vous pensez qu'il y a une alliance des groupes, des groupes terroristes? Oui. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a un accord entre eux? Est-ce que ils peuvent programmer? Est-ce que je sais pas, c'est-à-dire que est-ce que lorsqu'il y a un acte qui est posé à un endroit précis, est-ce qu'on peut être sûr qu'un autre groupe n'est pas là à ce moment parce qu'ils se sont entendus en se disant aujourd'hui c'est moi qui y vais, ou bien toi c'est la semaine prochaine, et est-ce que vous pensez qu'il y a une entente entre les groupes criminels? Je ne crois pas jusqu'ici, je ne crois pas, mais ce qu'on observe c'est plutôt des renforts, c'est-à-dire que les Mouzgoum et les Arabes chouas, les Mouzgoum d'une part, les Arabes chouas d'autre part, viennent du Tchad, parce que ce sont des ethnies transnationales. Donc ils sont au Tchad, au Cameroun. Les Tchadiens viennent renforcer leurs frères camerounais, ainsi de suite. Et les armes circulent aussi. Vous voyez, ça on l'a observé. Et si finalement une telle dynamique perdure, ce n'est plus une affaire du Logo-Nechari seulement, mais c'est une affaire du bassin du lac Tchad, y compris le Tchad et le Cameroun. Exactement comme Boko Haram qui est né au Nigeria et finalement est devenu toute une gangrène régionale. Faisons donc attention pour que nous n'arrivons pas là. Les États doivent s'impliquer, le Tchad et le Cameroun en particulier, comme nous l'observons maintenant, dans la proposition d'un format des solutions à cette crise qui perdure depuis plusieurs années, mais depuis 1992 déjà. Il y a eu peut-être 5 ou 6 conflits comme ça. Et puis les solutions que nous voyons aujourd'hui sont des solutions de circonstances, malheureusement. Il faut le regretter. Mais les solutions doivent tenir compte aussi bien de la composition sociologique, mais aussi et surtout de la porosité des frontières. Donc on ne doit plus s'inquiéter. Et quand on est inquiet, on agit. Mais quand on n'est pas inquiet, on ne voit pas le danger. On doit s'inquiéter parce que la frontière est large et les armes peuvent facilement circuler. Et nous devons en finir avec l'insécurité dans le bassin du lac Tchad. Si les acteurs regardent la chose de la sorte, je crois qu'on peut trouver une solution. Docteur Delanga, est-ce que certaines communautés se servent des groupes terroristes pour résoudre leurs problèmes? Il est difficile de le dire, mais moi je suis sur le terrain tout le temps. J'écoute des acteurs, j'écoute des personnes, j'écoute des leaders religieux, les leaders communautaires. Il y a des choses qui se disent. Il y a des choses qui se disent. Il y a une volonté des personnes, n'est-ce pas, à entretenir la vengeance. Et le seul fait de savoir qu'il y a des personnes qui veulent se venger, ils peuvent être prêts à tout. Aucune possibilité ne doit être exclue si on veut poser une analyse sérieuse. Donc je n'en dirai pas plus, mais en tant qu'homme de terrain, ce n'est pas un sujet, disons, qui n'est pas abordé par ceux qui sont sur le terrain. Ouais. L'étudiant qui nous regarde a certainement besoin de quelques clés. S'il voudrait, par exemple, s'il veut par exemple faire un mémoire ou une thèse sur la question, quelles sont les pistes que vous pourrez lui suggérer? Par exemple, la socio-histoire de la crise dans le bassin du lac Tchad en général et le cas du conflit intercommunautaire dans le Logo-Nechari en particulier. Je crois qu'il aura assez de la matière à dire. La socio-histoire, c'est comprendre ce qui se passe aujourd'hui
à partir des données du passé. Donc, il y a toute une tradition de conflit dans cette région-là. Et c'est une chaîne. Il faut briser la chaîne. La source est liée à quoi? C'est Historique. l'installation d'une religion face aux religions traditionnelles. C'est quoi le fondement, selon vous? Il y a ça. Il y a ça aussi. Il y a cette fondement, cette dimension historique, ce fondement historique aussi. Parce que, voyez-vous, il y a la guerre d'islamisation, le djihad avec Ousmane Danfodio dans cette région-là, jusqu'à Sokoto, au Nigeria et tout ça. Il y a à un moment donné même une volonté politique de soulever ou de privilégier une certaine religion, une certaine appartenance ethnique au détriment des autres peuples et pour maintenir une domination politique. Là aussi, ça crée des frustrations. Il y a eu des affrontements comme cela et dont l'impunité a suivi. C'est-à-dire que des personnes qui ont été reconnues comme coupables n'ont pas été punies, n'ont pas été poursuivies en justice. Ou alors des personnes qui ont joué un rôle, n'est-ce pas, dans ce conflit, n'ont pas répondu de leurs actes. Ça crée des frustrations au sein de la population. Et ça, ce sont des choses à prendre en compte. Il y a même aussi une dimension culturelle. Une dimension culturelle. Au Cameroun, alors, on sait que, par exemple, les Mousgoum, c'est un peuple guerrier. C'est un peuple de guerriers. Ils ont, n'est-ce pas, une culture de la guerre, par exemple. Oui. Et ça, on peut trouver un fondement anthropologique là, ici. Ça peut constituer un sujet d'une étude digne de ce nom. Et quand vous voyez les armes utilisées par mais ce sont des armes sophistiquées, culturellement parlant, qui a des significations dans la culture. Donc cette guerre a aussi une dimension culturelle, anthropologique, qui est nécessaire pour la compréhension de ce conflit-là. En fait, il y a plusieurs dimensions. Dimension politique, dimension historique, dimension anthropologique, mais aussi dimension climatique, avec l'assèchement du bassin du lac Tchad, la sédentarisation des Arabes choix. Il y a assez de facteurs mis ensemble qui ont conduit finalement aux affrontements interethniques. Merci infiniment, Dr Delanga. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur votre chaîne pour discuter des thématiques. Vous avez certainement perçu les clés d'analyse que nous donne le Dr Delanga pour pouvoir comprendre cette situation que vit le Grand Nord Cameroun, parce qu'il faut le dire ainsi, et certainement beaucoup d'autres régions au Cameroun comme partout ailleurs en Afrique. Il nous faut comprendre en ayant des clés d'analyse pour pouvoir nous donner notre propre opinion sur ces questions, les analyser efficacement et proposer des solutions dans les contextes où nous vivons. À très bientôt sur Africa TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, parce que chaque fois que vous vous abonnez, c'est notre Afrique qui gagne.